Bonjour à tous et bienvenue pour ce GCN Show numéro 259. Bon Louis, ça y est, le Tour de France est fini. Je vois que tu es revenu aussi du Tour de France des femmes avec plein d'images. Donc là, déjà, premièrement, on va parler des vélos de montagne inexistants sur ce Tour de France. On va parler surtout du classement de victoires, savoir lequel vélo du Tour va le plus vite. On parlera aussi un peu des résultats du Tour de France femmes, de Pogacar qui va super vite. On a du boulot Louis aujourd'hui, t'as pris un café ? J'ai pris beaucoup de café, sans doute un peu beaucoup trop, donc je vais te parler vite, mais c'est pas grave parce qu'effectivement on a des choses à dire. Et moi, je suis nostalgique déjà, et surtout je suis focus sur le Tour de France Femmes, comme tu l'as dit. Donc j'ai mis mon t-shirt spécial Tour de France, maillot jaune et bleu blanc rouge. Ah bah allez, c'est parti pour le GCN Show. Allez. Alors Max, c'est quoi cette histoire de vélo de montagne inexistant? Non, c'est pas une histoire de vélo de montagne existant. J'ai fait un classement du nombre de victoires par vélo et par marque. Ah oui, parce que c'est les vélos qui gagnent, c'est ça Donc l'idée? tu préfères commencer par les vélos qui ont eu une seule victoire ou les autres, le contraire? Eh ben, elle est faite par ordre croissant. Allez, ordre croissant, donc les vélos avec une seule victoire, en sachant que dans ce classement, il n'y a pas ceux qui ont pas eu de victoire, évidemment. Donc on va attaquer par le Specialized Chiv TT de Remco on va Evenepoel. attaquer par Specialized. Merci. Bref, le vélo de contre-la-montre de chez Specialized qui a remporté une victoire avec Remco Evenepoel. Bon, en même temps, sur un vélo de contre-la-montre, c'est explicable. Il n'y en avait que deux, dont un en montagne. Voilà. Exactement. On continue avec le Ridley Noah Fast 3.0 de Jonas Abrahamsen. Une victoire pour un vélo sacrément aérodynamique. Ouais, très agressif. C'est plutôt pas mal. Le Trek Madone, 2 victoires avec Jonathan Milan. Cervelo S5, 2 victoires. Simon Yates et Wout van Aert. On va y revenir aussi sur ça. On va en parler. Pinarello, Dogma F, du coup 2 victoires avec Timen Arensman. Belle victoire en montagne. Canyon Aérode, le même que toi. Non, en version CFR et des coureurs. En version pour les pros, mais sinon c'est le Je te le rappelle à chaque fois. 3 victoires quand même, Philipsen, Van Der Poel, Caden Groves. Ça c'est pas mal parce que c'est 3 coureurs différents. Le Tarmac SL8 de chez Specialized. 3 victoires aussi, hein. Tim Merlier, Aurélien Valentin, pareil peintre. Bah, de toute façon, à chaque fois, il y a des frères. Tout le monde se trompe, mais je prends jamais le bon. C'est le plus maigre. Et finalement, le vélo qui a écrasé ce Tour de France, c'est donc le nouveau vélo aérodynamique de chez Colnago, celui qui est sorti en automne dernier. Le Y1 RS avec 5 victoires, dont 4 pour Tadej Pogacar et 1 pour Tim Wellens de chez Colnago, ce qui est quand même assez monstrueux, dont un contre-la-montre en montagne. Alors si tu veux un petit tips, au sein de Colnago et de la UAE, on l'appelle le Epsilon. Pourquoi? Le Y doit vouloir dire ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils disent le Epsilon. J'étais au bus UAE, alors chez les femmes, mais c'est le même vélo. Et donc c'est Epsilon et V5, donc ça nous facilite la vie, hein, parce que YRS c'était pas facile à dire. C'est pas facile. Bon, moi ce que je vois, c'est que les deux équipes principales qui sont sur le podium, donc la FISMA, Team Visma, Lease the Bike et le Team UAE, ils avaient apporté des beaux vélos de montagne à 6,8 kg et ils ne les ont pas utilisés. Que ce soit le Cervelo R5 pour la Visma Lease the Bike ou pour le Colnago V5 RS qui était énormément attendu. On s'était dit dès le début de l'année, le vélo de montagne utilisé par Pogacar sur le Tour, ça sera le V5 RS. Bilan, on n'a pas vu. On n'a pas vu non plus de Canyon Ultimate en montagne. Bon, les équipes... Ça fait un moment pour le Canyon, parce que l'aéro est très très léger. Ils en mettaient quelques-uns dans les camions. Oui, mais en fait, ils les avaient, hein, bien sûr. Ce qui se passe, par exemple, pour le Canyon, c'est que déjà, toutes les équipes ne sont pas intéressées par des victoires en montagne. En fait, les équipes intéressées par ces victoires-là, ça se compte sur les doigts d'une main, voire d'une demi-main. Qui peuvent. Oui, voilà, du coup, qui s'intéressent. Et donc, c'est beaucoup de victoires, soit au sprint, soit en échappée, donc des victoires aéro. Et ça explique, par exemple, pour l'aéro, il n'y a plus aujourd'hui de coureurs équipés en aéro qui jouent le classement général de chez Canyon. C'est uniquement des chasseurs d'étapes. Enfin, uniquement. C'est des chasseurs d'étapes. Oui, non, et de ce fait, pour chasser les étapes, le mieux, à part pour arriver au sommet, c'est incontestablement un vélo aérodynamique. Ça explique l'aéro qui, en plus, est extrêmement léger, donc on ne prend pas la peine, même pour s'économiser un peu d'énergie, de changer de vélo. C'est ça. Bon, après, l'important, peut-être, chez Canyon, ça serait si dans le futur, l'équipe Movistar aussi revient un peu plus agressive pour les montagnes. Parce que chez Canyon, chez Alpecin, clairement, c'est compliqué.
À l'heure actuelle, il n'y a pas de coureur pour le classement général, mais en même temps, ils gagnent 3 victoires d'étape. Donc l'un dans l'autre, ils ont raison. Et chez Movistar, on a Enric Mas quand même qui a été brillant, qui aurait pu jouer le classement général. Mais après. Il utilisait quand même le vélo héros en montagne. Il utilisait le vélo héros. S'il y a besoin d'ultimate un jour, ils sont dispo, ils sont performants, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vois quand même dans ton classement, c'est que certes, il y a des vélos très aérodynamiques, comme le Uno X, tu l'as dit, d'Abrahamsen, mais il y a aussi beaucoup de vélos génériques passe-partout, des all-wonder, et qui finalement, par exemple le SL8 de chez S-Works, qui est le vélo peut-être qui a le plus gagné, ou qu'on a beaucoup vu en tout cas. Non, tu m'as dit 3 victoires, donc oui, c'est 3 victoires. Celui qui a le plus gagné, à part l'Epsilon de chez Colnago. C'est un vélo qui est à 6,8 kg en petite taille et optimisé, et qui n'a pas l'aérodynamisme d'un aérode par exemple, ça c'est évident, mais qui s'en approche à peu près, et qui finalement correspond à tous les terrains. Pareil pour le Pinarello, qui est très aérodynamique en étant extrêmement léger. J'étais surpris en sous-pesant le vélo chez nos collègues anglais qui, eux, ont la chance de rouler sur des pinards. Aussi, ils ont le choix, eux. Et en fait, il est extrêmement léger, alors qu'il paraît massif. Oui, après, c'est toujours l'épaisseur et la gamme de la fibre la qualité du carbone qui fait le poids. Et finalement, le Propel, qui a été un vélo exclusif aéro, même difficile à emmener pour beaucoup de monde, aujourd'hui, c'est quand même, j'allais dire assagi, peut-être pas, loin de là, mais qui en tout cas s'est généralisé, et, à l'image du Madone, qui était un vélo très aérodynamique, très massif, qui aujourd'hui, c'est un mix un petit peu de l'ancien vélo de montagne, le Doman, et du vélo de aéro, le Madone. C'est ça. Même chez Giant, ils n'utilisent plus le Giant Pro, le TCR, qui était le vélo de montagne absolu. Très léger, ouais. Parce que le Propel, il doit être à 6,9 kg ou 7 kg, donc finalement, la question se pose pas, en sachant qu'un changement de vélo, c'est jamais vraiment anodin, les géométries sont pas exactement les mêmes, les réglages, même si c'est millimétrique, c'est pas nanométrique, l'usure des composants peut être différente, le comportement du vélo lui-même peut être différent, donc des fois, pour gagner 100 grammes, mieux vaut rester sur son vélo. C'est ça, c'est plus valable, mais après aussi, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'une tendance se crée entre les coureurs du Tour de France qui sont capables de rouler entre 40 et 50 km/h, peu importe le dénivelé des étapes. Non mais sur une étape 45 et 50, entre 45 et 50, voire même 55 suivant les étapes aussi, ou dans les finales, dans le final des étapes, et finalement un espace se crée entre le commerce et les multitudes de gammes et de vélos différents pour correspondre à tout le monde, et les vélos utilisés par les coureurs, parce qu'à l'heure actuelle, Pogacar, quand il va en montagne, il enlève la peinture de son Y1 RS ou Epsilon pour gagner 50 grammes. Ses roues ont perdu 200 grammes. Donc par rapport à l'an passé, donc il y a ça aussi. Par rapport à il y a un mois où il avait le V5, il y a des nouvelles roues qui sont arrivées qui font gagner 200 grammes. 200 grammes, ça doit plus ou moins être la différence de poids entre le kit cadre de l'un et de l'autre, par exemple. Et clairement, s'il monte sur son V5 RS, qui est un vélo encore plus léger, peut-être qu'il sera en dessous du poids UCI. Et du coup, ça n'a plus d'utilité de rajouter des porte-bidons lourds. Oui, ou sur même du poids, des plombs, des fois des plaques de plomb et qu'on colle sous le boîtier de PLE par exemple, ou dans la tige de selle ou dans les bouchons de simple. Si c'est pour alourdir un vélo léger, autant prendre le vélo héros. Autant faire comme fesser un vélo en renforçant l'avant du vélo pour avoir un vélo quand même assez rigide. Finalement, c'est ça. Donc c'est l'écart qui se crée entre le peloton et nous. Finalement, bon, en même temps, ça fait des années qu'il n'y a plus de vélo confort et endurance sur le Tour de France. Les derniers qui existaient étaient encore sur Paris-Roubaix avec du coup le modèle Roubaix de chez Specialized. Et même à Roubaix, on utilise le vélo héros. Maintenant. Et là où on joue, c'est sur la taille et la pression des pneumatiques qui permettent de complètement rattraper cet écart de confort qu'on peut ressentir éventuellement, en sachant que bon, les pros évidemment, ils ont d'autres objectifs que le confort. Et même à Paris-Roubaix, avec la largeur de pneus qui augmente, la tolérance pour les pneus qui augmente, et les pressions qui diminuent, et les systèmes qui gèrent la pression comme le gravat par exemple, en fait, la question se pose de moins en moins pour les professionnels. Non mais Van Der Poel, tu mets des pneus en 32, lui il fait une coupe du monde de XC avec. Donc bon, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Bon, on va passer maintenant au bilan de cette dernière semaine de Tour de France qui était quand même riche en émotions et en dénivelé. Donc on a attaqué la semaine par une très belle victoire française au sommet du Ventoux par Valentin Paré-Peintre. C'était exceptionnel. Mention spéciale plus à son coéquipier Ilan Van Wilder. Qui est revenu. Alors, certes, il se met à son service dans le final, mais ça, c'est à peu près normal. Par contre, ça veut dire qu'il a fait toute l'ascension du Ventoux à se battre et à ne rien lâcher au cas où il serve dans les 500 derniers mètres.
Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et franchement, chapeau monsieur. Et Valentin Paris-Peintre et la France lui doivent une fière chandelle puisque c'est la seule victoire française sur ce Tour de France. Heureusement, parce que les étapes alpestres pouvaient nous donner de l'espoir niveau français, mais finalement on a eu 2 étapes qui sont arrivées, qui étaient, on va dire, prévues pour avoir des grandes explications et des grandes victoires de Tadej Pogačar ou Jonas Vingegaard. Et finalement, que nenni, ce sont à chaque fois des échappés qui sont arrivés au bout, avec Thymen Arensman qui fait un Tour de France exceptionnel pour la Ineos, qui remonte un peu le résultat de Ineos, clairement. Et Ben O'Connor, de la Jayco Alula, avec son Giant Propel, justement, qui a remporté des très belles victoires. Et son beau maillot violet. Et son beau maillot que tu veux. On a compris le message. Mais ça vient pas. C'était 2 très très belles étapes. Et puis après, on a continué sur une petite étape à Paris. C'était 2 belles étapes avec un O'Connor qui finalement n'est jamais meilleur que quand il perd toute chance pour le classement général et qui derrière il est éblouissant en montagne et finalement vient faire un bon classement général puisqu'il termine 11e. On va revenir sur ce top 10. Les Champs-Élysées, Max, oui. Je te présente et je présente à notre audience mes plus plates excuses. Encore une fois, ça fait 2 shows de suite, autant vous dire que ça me fait mal. Je peux dire pareil pour l'étape du Ventoux, mais c'est pas grave. Voilà. Bon. J'avais dit quoi pour le Ventoux? Moi j'avais dit qu'on allait s'ennuyer. Ah non, c'est pas ennuyé, ce qui se mettait des... Non, on s'est pas ennuyé, mais ils se mettaient des peignets à 30 km/h dans le Ventoux. C'est peut-être pour ça aussi qu'on roule en vélo héros, parce que finalement, ils vont beaucoup trop vite. Quand tu vas à 30 ou 35 dans le Ventoux, bah il te faut le vélo héros, hein. Tout simplement. Et puis en montée. Parlons de cette... Le Champs-Élysées, mes plus plates excuses à vous tous, mesdames et messieurs, parce que j'avais dit que c'était une mauvaise idée. Ce Montmartre, laissons les jeux sont faits, on arrête là, la nostalgie à 2 ronds, ça suffit. Pardon, c'était la plus belle étape de ce Tour de France. Le Phoenix Wout van Aert, exceptionnel, avec ses tripes, on le voit, quoi, la rage, l'émotion, et quelle dignité. Il en a pris plein la tronche parce que ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas gagné sur le Tour. Il a jamais rien dit, jamais branché, et là il a j'en ai encore les frissons. Il en a tout explosé, et c'est le seul coureur qui a fait sauter Tadej Pogačar de sa roue depuis la dernière fois qu'un coureur a fait 2022 ou 2023 sur toutes courses confondues. Hein. Et Tadej, il a pas bâché parce qu'il en avait marre. Non, il est au rupteur. Il est allé jusqu'à fond. Et d'ailleurs, chapeau monsieur, avec son maillot jaune, d'aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier kilomètre, faire la bagarre, faire honneur à son maillot. Ça fait taire tous ceux qui disaient qu'il s'ennuie et qu'il est arrogant, parce que là, il a fait honneur à son maillot jaune. Et il s'est fait sauter le caisson par mon Wout. Et ce qui était génial, en fait, c'est peut-être grâce à la pluie et l'organisation aussi d'avoir bloqué les temps à 80 km de... Juste avant l'entrée sur Montmartre, en fait. C'est juste avant Tu parles de l'arrivée. Bah oui, non, à 80 km après le départ. Pardon. Et à 50 km de l'arrivée. Avant Montmartre. Et du coup, ce qui a rendu cette course uniquement comme une course à la journée. Ouais. Et du coup, sans problème de classement général. Donc, on a vu une étape riche en émotions et puis avec bon nombre de coureurs qui n'auraient pas pris ces risques s'il y avait encore Mais ça aurait été classement. Beaucoup plus compliqué, parce que toutes les équipes du général auraient voulu bloquer pour pas prendre de risques, auraient été présentes à l'avant, etc. Et là, se sont expliqués ceux qui ont envie d'y aller. Du coup, ils ont pris des risques. Du coup, c'était beau. On n'a pas eu un maillot jaune qui se casse une clavette et qui du coup perd le tour là-dessus, ce qui aurait été absolument nul. Non, les organisateurs ont fait le bon choix de parcours et de réglementation, et ça montre que oui, on peut geler les temps très tôt et pourtant avoir une course extrêmement intéressante sans enlever aucun mérite à ceux qui vont faire un bon classement général. Mention spéciale à Jordan Jegat et aux petites formations. Petite formation. Jordan Jegat, 10e. Qui va chercher son top 10 l'avant-dernier jour. Il fallait reprendre 5 minutes quand même. Non, mais incroyable. Chapeau, très très beau Tour de France. La Tudor, c'est sans doute une des équipes les plus offensives de ce Tour de France. Pas récompensée par une victoire d'étape, mais encore à l'avant jusqu'au dernier jour. Avec Trentin, avec Alaphilippe, avec Storer. Chapeau. Très très beau. Arkea, 4e équipe au classement, classement par équipe, justement. Première équipe française. Ça, personne l'a vu venir, clairement. Sauf eux, sans doute. Très très beau résultat. Avec un brillant Kevin Vauquelin, plein de promesses. Alors, 7e. Des promesses, on savait qu'il était talentueux, le garçon. Sur 3 semaines en haute montagne, il a fait preuve de beaucoup plus de maturité, il a énormément progressé. Il a bénéficié d'une solidarité française et c'est cool. Alors c'est un petit peu étrange parce que quand ça se fait au Giro, tout le monde crie au scandale et ça passe même en commission à l'UCI. Quand c'est entre Français au Tour de France, c'est l'esprit sportif. Bon, tant mieux pour Kevin, tant mieux pour le cyclisme français. C'est quand même 2 coureurs français dans le top 10. Quand même, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et de jeunes, donc ça c'est quand même très prometteur. Ça fait plaisir. Bravo Arkea BNB Hotel, qui doit soigner un petit peu sa communication et ses relations avec les journalistes, mais qui, à part ça,
a montré sur le vélo, et c'est ça qui compte, qu'elle a sa place dans les pelotons professionnels et qu'il faut soutenir et sauver cette équipe en danger de disparition. On le rappelle si c'était nécessaire. C'est toute une structure avec une équipe de développement, une équipe féminine qui est en danger et qui montre qu'elle a des tripes et surtout qu'elle a des jambes. Je ne peux m'empêcher quand même de dire que le bilan du cyclisme français est un petit peu léger. Une victoire d'étape de top 10, pas de maillot distinctif, c'est un peu light. Par comparaison, le cyclisme belge, c'est 6 victoires d'étape. Oui, bon. Et des belles. En même temps, Tim Wellens, Remco Evenepoel, par contre, on a des coureurs français quand même assez jeunes. Bien sûr. Petites équipes qui ont fait de très beaux classements. Admettons, Kevin Vauquelin change d'équipe prochainement. Ça pourrait être assez intéressant. Tout le monde dit ça et on peut pas. On a les images de quand il se pose la question de quelle roue il met pour le chrono en boss, il sait pas quoi faire. On a pu voir ça passer sur les réseaux. Évidemment, ça n'arrivera pas dans une autre équipe. Mais il faut pas enlever tout le mérite d'Arca qui a réussi à faire, à aider Kevin et à avoir ce top 10 au général. Oui, dans une autre équipe, c'est plus de moyens, etc. C'est peut-être mieux, sans doute mieux. Mais attends, encore une fois, Arkea l'a fait, 4ème équipe, tu l'as dit, 4ème équipe de la plus grande course du monde, donc une autre équipe, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des jeunes potentiellement vont évoluer et c'est peut-être une génération qui arrive avec notamment Paul Sexas aussi dans le futur qui peut-être arrivera au niveau de la Belgique. Mais en même temps, la Belgique, nous, on les aime bien aussi, ils nous regardent aussi. Et ils ont eu d'autres tours plus compliqués, ça tourne, c'est très bien. Et puis c'était très très belle victoire d'étape. Maillot vert pour Jonathan Milan sans surprise par rapport à la semaine dernière en tout cas. Même si on a eu chaud, il a fait le boulot sur l'étape de Valence pour aller mettre Pogačar notamment à l'écart. Pogačar maillot à poids, si vous avez des solutions pour rendre le maillot à poids plus attrayant, surtout n'hésitez pas. Oui, moi j'en ai une. Vas-y. Enlever c'est comme le cumul des mandats, tu vois. En politique, et là c'est pareil. Enlever le cumul des maillots pour les coureurs. Le maillot jaune, s'il est maillot à poids, il fait deuxième. Enfin, il est pas dans le classement. Oui, voilà. Il peut choisir soit le maillot à pois, soit le maillot jaune, et il doit arrêter. Non, mais ça se fait déjà au niveau de la publicité, on va dire, quand le coureur, le deuxième coureur du classement roule avec le maillot à pois, autant que ça soit officiel, en fait. Parce que ça fait rouler un coureur avec un maillot à pois qui, en fait, uniquement... sur le papier, c'est juste pour montrer le maillot, alors que autant séparer les classements. Et pourquoi pas, de toute façon il faut faire quelque chose. De cette idée, honnêtement. Non, mais pourquoi pas, de toute façon il faut faire quelque chose, donc ça mérite d'être proposé. Et en vrai, pourquoi pas. Florian Lipovitz, 3ème. Maillot blanc. Un maillot blanc sur le podium, comme l'an passé, à la 3ème place, mais c'est bien, ça montre qu'effectivement, jeune certes, mais surtout performant. Donc ça, c'est cool. Très très gros tour et très grosse bagarre avec Oscar Only. C'était un des classements les plus serrés. Et la bagarre a fait rage entre les deux. Only qui fait 4ème et qui a été resplendissant également de l'équipe Picnic Postenel. Lipovitz, lui, c'est pour la Red Bull Bora Hansgrohe. Et Lisma Visebike, qui est meilleure équipe depuis le début du tour. Ouais, c'est bien, ce qui concrétise, qui leur donne quand même un résultat, même s'ils n'ont pas pu renverser Tadej Pogačar. Non, mais la Visma Leasebike, il ne faut pas oublier que depuis le début de saison, ils gagnent le Giro sur un coup tactique, ils gagnent des belles victoires d'étape. La Visma Leasebike, il ne faut pas oublier, ils font une saison remarquable, c'est les seuls à tenir la dragée haute à UAE sur les classements généraux. Et oui, là, ils sont tombés sur un os, ils sont tombés sur Pogačar, ils ont essayé beaucoup de choses. C'était un peu prévu. C'était prévu, mais justement, tactiquement, moi je trouve qu'ils ont été performants. Bien sûr qu'il y a des étapes où on peut remettre en question, mais ils sont là, ils sont performants, ils tentent énormément de choses, ils gagnent, ils font 2ème du général. Ça fait 58 que Vingegaard il est sur le podium du Tour. Moi je dis bravo à la Visma Leasebike qui est bien meilleure que la UE. Et en parlant de victoire, Pogačar, t'es vraiment au-dessus des autres ? Parce que moi j'ai vu un Vingegaard quand même surpuissant et qui m'a même étonné de confrontation avec Tadej Pogačar. Le match de boxe dans le Ventoux, c'était deux extraterrestres, c'était eux plus les autres et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Je pensais pas que le niveau était aussi serré entre les deux parce que clairement il n'y a pas eu il n'a pas écrasé le Tour de France, même si finalement en termes de résultats on voit que Tadej Pogačar, parce que c'est lui qui gagne, c'est lui qui attaque, c'est lui qu'on voit partout. Mais finalement, Vingegaard est quand même 2% moins fort que lui. Vingegaard a été un adversaire à la hauteur, et c'est le seul, complètement, à l'heure actuelle. C'est ça que je voulais dire avec l'ensemble de la Visma, c'est que l'équipe et Vingegaard sont des adversaires à la hauteur de Pogačar, c'est les seuls à l'heure actuelle, avec Van Der Poel sur d'autres terrains. Et il faut souligner ça, Pogačar est tout simplement imbattable à l'heure d'aujourd'hui. Il a par contre la même stratégie que sur les courses d'un jour.
C'est-à-dire qu'il enfonce le clou, il fait un gros écart très tôt. Finalement, à la fin de la première semaine, il était déjà en avance trop conséquente par rapport à ce qui s'était passé. Le premier jour, il a mis 40 secondes à Remco, gratuit. Oui, à Remco, comme ça, c'est une erreur de Remco, c'est pas tellement Pogacar. Mais... Et ensuite, il gère un petit peu, et c'est plus facile de Vingegaard, il perd des secondes à chaque fois, une dizaine de secondes par-ci, par-là, parce qu'il tente des choses. Et l'autre est dans la roue, puis à la fin, bah oui, il fait son sprint, et à ce jeu-là, il est plus punchy. Mais il a la même stratégie, il enfonce le clou dans la première semaine, dans les 10 premiers jours, et après, finalement, bah, il gère, il défend, il est en défense tout simplement. Bon, après, et Vingegaard, c'est l'inverse, il perd un petit peu de temps, et il fait toujours des troisièmes semaines de très haut vol. Aucun des deux n'a remporté l'étape alpestre, qui étaient sûrement les étapes les plus dures de ce tour. C'est un peu, est-ce que ce serait pas un peu frustrant pour Tadej Pogacar aussi de ne pas avoir remporté d'étape aussi belle? Il avait qu'à y aller, et justement, quand je dis que la Visma est meilleure, la UAE, ils ont essayé, ils roulaient derrière, mais ils n'ont jamais réussi à contrer les échappées. Donc il avait qu'à y aller, les gagner s'ils voulaient. Il n'a pas été capable, entre guillemets, mais l'UAE et Pogacar n'ont pas réussi à contrôler les échappées, et surtout, un Thymen Arensman ou un Ben O'Connor, il faut les chercher. Ah bah ils sont solides, les types. Ouais, et je crois que c'est aussi pour ça, c'est parce que les mecs étaient tout simplement très très forts à l'avant. Bon, en parlant de l'avancement, où en sommes-nous du Tour de France féminin qui est parti sur les chapeaux de roue ce samedi? Écoute, un départ explosif. Déjà, un grand merci à toutes les équipes et à tous les coureurs qui ont joué le jeu, parce qu'on a été extrêmement bien reçus. Je l'avais dit après le Tour de France homme, et ça a été encore vrai, peut-être même plus vrai avec le Tour de France femmes. On a été extrêmement bien reçus par les équipes. Des vidéos arrivent, vous vous en doutez si je vous dis ça. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Il y en aura pas sur la course, mais aussi sur le matos et sur des sujets de fond. Et sinon, immense succès populaire en Bretagne. C'était prévisible, mais la Bretagne a été au rendez-vous, et je peux vous dire qu'il y a un paquet de personnes qui sont venus me voir en disant qu'ils ne s'attendaient pas à temps, et j'avais l'honneur de leur dire je vous avais prévenu. Donc bravo et merci à la Bretagne de cette ambiance-là. Pas merci pour la météo, parce qu'on a quand même un peu pris quelques averses. Bon. En même temps, c'est la Bretagne. Oui, c'est pour ça que je me permets de toujours quand même venir mettre un bémol. Non, franchement, belle réussite, sportivement magnifique. Déjà des écarts des Cadoudal, et surtout dans Cadoudal, ce qu'on a vu. C'est pour une fois en Prévost. Voilà. Et oui. Elle a montré. Alors, on ne sait pas tellement une surprise. On avait dit que sur ces étapes type classiques, elle serait présente. Je pense que même elle a l'air surprise dans Cadoudal de la différence qu'elle est capable de faire. J'ai beaucoup aimé l'immense respect entre Vos et Ferrand-Prévot, qui chacune cherche à se faire gagner. Oui. Ferrand-Prévot veut que Vos passe parce que c'était le briefing. Vos veut que Ferrand-Prévot gagne parce que c'est elle qui a attaqué et qu'elle le mérite. Et finalement, elles sont obligées à un moment donné de sprinter parce qu'elles sont pas toutes seules. En même temps, elle n'a pas ralenti non plus, Paulina. Si, elle la cherche. Et c'est Vos derrière qui hésite à y aller et qui finalement y va parce que le cours va passer. Donc j'ai beaucoup aimé ce respect entre ces deux immenses championnes. Et après, par contre, je suis aussi un petit peu content. Parce que la SD Works, deuxième étape, Mavi Garcia, qui est une athlète qui est là depuis longtemps et qui de la Live Alula Jayco, ça fait 20 ans qu'elle est là, elle a connu toutes les étapes du cyclisme. Elle est là, elle prend sa chance, elle y va, elle est super forte, ça revient très fort, ça se regarde. Elle a été reprise quasiment, il y a peut-être une seconde ou 2 secondes, elle se retourne pas, elle continue jusqu'à la ligne, et derrière, elle se regarde, et surtout, il n'y a personne pour rouler pour Vibus. La SD Works, encore une fois, pas collective, encore une fois, une équipe qui, chacun pour soi. L'auto Kopecky, elle avait travaillé, mais avant. Ouais, mais bien trop tôt, et surtout, l'auto Kopecky est nulle. Elle n'est pas du tout à la hauteur des... Non, mais je suis désolé, elle a fait 3e du Tour de France, en faisant une place au Tourmalet, en écrasant la première semaine, en faisant une place au chrono. Là, elle est inexistante. Elle a passé un relais pas décisif pour sa leader. Elle est championne du monde. Elle n'est pas à la hauteur. Et ça coûte la victoire à Vibus, et SD Works, une fois de plus, perd une grande victoire, parce que collectivement, elles ne sont pas au niveau. Peut-être qu'elle fera une fin de Tour de France à la Wout van Aert. Je lui souhaite, parce que c'est une championne. J'ai été très dur avec elle, mais parce qu'elle est très dure aussi envers elle-même, et parce qu'elle est capable de faire des choses incroyables. Mais voilà, SD Works qui perd, parce qu'il n'y a personne pour rouler. Et tant mieux, ça donne la victoire à une équipe, la Live Alula Jayco, et à Mavi Garcia, non seulement qu'ils méritent, et surtout qu'ils sont allés la chercher. Parce incroyable. Que Mavi, elle est allée la chercher. Et t'as pas dit que tu voulais le maillot aussi? J'ai pas dit sur Live, mais c'est le même que chez les mecs, donc j'attends ce maillot, et t'as vu, je fais tout ce que je peux, je leur jette des fleurs toutes les semaines, j'attends mon maillot avec impatience. En termes de Tour de France femmes, alors à venir, tu veux dire? À venir, alors... Qu'est-ce que tu nous as rapporté dans ta besace? Alors une vidéo sur le matériel, évidemment, avec énormément de très beaux vélos. Avec des gros plateaux et des petits cadres. Ouais, c'est un peu l'idée, avec de tout finalement. Il y a beaucoup plus de différences entre les vélos et entre les choix que chez les mecs, avec une seule tendance, c'est celle des gros pneus et celle des cintres et des vélos qui sont plus illégal.
Et ça prouve encore une fois que l'UCI fait n'importe quoi. Parce qu'il y a. Par rapport au gabarit. Par rapport au gabarit. Par rapport au poids des vélos, par exemple, si on prend un Langma SL, il fait 6,6 kg. Et il n'y a rien de dangereux, c'est toutes des choses qui sont validées par l'UCI, par les tests indépendants, tout ce que tu veux, il n'y a rien de dangereux, simplement c'est petit, donc c'est léger. Et ça s'arrête là, et donc il faut revoir les règles. La règle des cintres, on n'en parle même pas, parce qu'un cintre de 42 extérieur, pour celle qui a le cadre en XS, c'est aberrant, c'est une Harley Davidson. Donc ça, c'est une tendance sur tous les... C'est même pas une tendance, c'est un vrai problème sur le Tour de France féminin. C'est un vrai problème chez les mecs, parce que 80% du peloton est pas dans les normes. Dans les futures normes, et chez les femmes c'est 100%, donc 99% parce qu'il y a le vélo d'Aude Bianic qui passait, c'est le seul que j'ai vu qui passait, mais elle fait ma taille. Donc après sur le Tour de France homme, quelqu'un qui fait 1m80 et qui roule avec un cintre 36... Moi c'est ce que je fais, je tombe pas pour autant. Hein. Oui, bon. Écoute, la règle est moins dérangeante proportionnellement que pour les femmes. Elle est peut-être moins dérangeante, mais elle est tout aussi stupide, et basée sur rien. Moi si je me sentais en danger avec mon cintre de 34 et mon 1m83, eh ben, j'élargirais mon sein, je vais pas prendre le risque de tomber. Je veux dire, le professionnel, c'est son métier. S'il tombe, il a plus de métier. Donc s'il sent qu'il va tomber avec un sein très étroit, il le fera pas. Je pense que c'est aussi simple que ça. Long débat. Un long débat qu'on a déjà eu, mais voilà. On va pouvoir relancer, je pense. On va pouvoir le relancer, mais avant ça, on va se concentrer sur la course. Allez. Et il y aura évidemment beaucoup de spectacles sur la route. Vous pouvez bien sûr aller voir le détail des étapes. On l'a dit, des étapes au sprint. Aujourd'hui, sans doute à Poitiers. Sinon, pas mal d'étapes escarpées qui peuvent convenir aux échappés, qui peuvent faire des différences au classement général. Par exemple, l'étape d'Ambert avec le col du Béal, on ne sait pas si ce sera pour échapper, pour le général. Une étape à Guéret qui pourrait se finir d'un sprint, un petit comité, mais aussi une échappée plus matinale ou même les favoris du général qui tentent des mouvements. Un week-end en apothéose en montagne. Et sur ce week-end en montagne, on va avoir des animations. Alors, raconte-nous. Par exemple, Liv, la marque de vélo, pas l'équipe, organise des fan zones sur les étapes pour se retrouver et pour encourager évidemment les coureurs. Mais moi, je peux y aller aussi. Tout le monde peut y aller. Alors, si tu t'inscris aux événements, tu as la chance de pouvoir gagner des kits supporters. Pour être aux couleurs de l'équipe, c'est-à-dire me ramener le maillot, me ramener le maillot que j'attends avec impatience. Moi, je me suis inscrit pour en voir. Je serai présent sur ces fan zones. Vous pouvez trouver les infos, mais ce sera dans le col de la Madeleine le samedi, ce sera à l'arrivée à Châtel le dimanche. Et donc, il est évidemment prévu d'autres animations autour avec de la musique, avec à boire, à manger, etc. La possibilité de rouler un petit peu et de me ramener mon maillot. Bon. Voilà. Écoute, j'ai hâte de voir ça. Il y aura aussi des événements pour les enfants. Si vous avez des enfants, on sait que Liv et Giant ont sorti la gamme SICK qui sont pour les enfants. Oui. Donc on pourra avoir ces vélos-là et on pourra aussi participer à un concours pour le design de la future gamme de ces vélos-là. Donc ça peut intéresser les enfants, les occuper. Ouais, moi aussi. Et si vous avez des enfants... Si vous êtes un créatif ou un grand enfant comme Max, vous pouvez aller tenter votre chance, par exemple, sur ces designs-là. Et si vous voulez juste faire la fête, sur les étapes de montagne à Châtel, il y aura aussi la Femme Speak Party. Là, c'est DJ set, soirée. Voilà, donc on roule le matin, soirée, et l'après-midi, on commode devant le tour. Entrée gratuite pour les femmes, c'est ça qu'on dit? Et même pour toi, Max. Ah bon, ça, c'est bien. Écoute, moi, j'ai regardé un peu la Planète Vélo cette semaine, et on a eu vraiment une belle news. C'est le nouveau sponsor, co-sponsor de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale qui va passer en Decathlon CMA CGN, et pas GCN. On n'est pas rentré au capital, hein. Mais voilà, donc c'est un énorme groupe qui va apporter du budget à l'équipe, ce qui est une bonne chose pour leur projet Paul Sexas qu'ils annoncent et qui crient partout dans les médias. Donc à voir un peu, on est content. On est nostalgique de la disparition de H2R La Mondiale qui était présente depuis 19 ans dans le cyclisme professionnel. C'est une des entreprises qui a énormément communiqué sur leur succès en tant qu'entreprise via leur sponsoring de l'équipe. Et je pense que ce succès-là, cette success story-là d'H2R Prévoyance à l'époque, qui est devenu H2R La Mondiale et qui a pris cette ampleur-là en immense partie grâce au cyclisme, c'est eux qui le disent. Je pense que ça a encouragé énormément d'autres entreprises à investir dans le sport et surtout dans le vélo. Et donc nostalgique quand même de voir ce groupe-là qui a été moteur dans le cyclisme international disparaître. Mais non, voilà, il fallait peut-être que ça arrive au bout de 19 ans. Plus de moyens auprès d'un Français pour gagner le Tour de France, on ne peut qu'adhérer. Une équipe féminine sera créée en 2027. Il était temps du côté de la Decathlon H2R La Mondiale, pour le coup. Et ça, évidemment, on s'en réjouit.
Bon, bah écoute, pas mal. J'ai vu passer une belle news aussi, et moi tu sais que j'aime bien les peintures personnalisées. Et là, c'est Zwift qui a sorti en fait un vélo aux couleurs du Tour de France féminin. 124 cadres de leur Zwift Ride, donc le vélo que vous installez chez vous sur le home trainer. Tout connecté avec le Zwift Cog, donc un seul pignon. Et c'est 124 cadres personnalisés à la vente. Bon, visiblement, ce matin, c'était victime de leur succès. Je pense J'ai pas réussi à le commander. Il va falloir aller voir sur eBay ou attendre qu'ils en refassent, parce que peut-être que vu le succès, il faut dire que les couleurs sont belles. Hein. Moi qui aime l'univers Zwift, les couleurs sont très belles. Ou peut-être qu'ils décalent le stock pour histoire de peut-être, en tout tenir cas, quelques temps avec leurs 124 séries limitées de cadres à voir. Bon, dans tous les cas, c'est plutôt joli. En tout cas, très belle livrée de la part de Zwift. En parlant de Zwift, il y a toujours le GCN Ride, les mercredis à 19h30, sur Zwift donc, qui nous permettent de rouler tous ensemble à travers le monde, et ça c'est cool. En attendant de se voir en vrai au Tour de France la semaine prochaine, dans les virages live, parce que je serai présent et on pourra se rencontrer. Et en attendant, on va pouvoir déjà échanger le mercredi à 19h30 sur Zwift. C'est ça. Bon, on se retrouve mardi prochain pour le prochain GCN Show. Ciao, ciao!